陪湯藥啊你？湯藥啊嗱，自己有啊仲？自己有啊！啊！你好嘢！係啊，你叫我做乜都得㗎。Bienvenue dans cette troisième et ultime partie de la rétrospective Stephen Chow. Stephen Chow, le roi de la comédie hongkongaise. On avait terminé la seconde partie de cette rétrospective avec un film de 1994 qui était Bon baiser de Pékin, From Beijing with Love. Deuxième partie de la rétrospective qui, comme vous l'aviez vu, était très riche en films d'excellente qualité. Et donc dans cette troisième partie, on va couvrir tout le reste, à savoir de 1995 à aujourd'hui. Et avec 1995, on va commencer sur les chapeaux de roue avec la duologie du roi singe, à savoir Pandora's Box et Cendrillon. Donc une adaptation des Pérégrinations vers l'Ouest, un des quatre textes fondamentaux de la littérature chinoise. Le roi singe qui a été la grande source d'inspiration de Dragon Ball pour Akira Toriyama. Alors, faire un film sur le roi singe, ça peut paraître maintenant être quelque chose de très basique parce que ça fait maintenant quelque chose comme plus de 5 ans, il me semble, qu'on mange du roi singe à toutes les sauces en venant de Chine. Mais en 1995, quand Stephen Chow s'y est attelé, c'était pas si courant que ça. Bien sûr, Hong Kong avait déjà un peu travaillé sur la légende avec des adaptations qui avaient été faites par la Shaw Brothers, et qui était plutôt sympa dans les années 60. Il y avait eu quelques variations autour du thème également dans les années 70, si je ne me trompe pas, genre le roi singe qui se retrouve dans un Hong Kong moderne, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que ça avait été vraiment beaucoup creusé durant l'âge d'or du cinéma de Hong Kong qui avait été les années 80 et 90. Et donc, faire une adaptation en 1995, mine de rien, c'était quelque chose d'assez nouveau et d'assez ambitieux. Et je pense que ça fait partie d'un choix tout à fait conscient de Stephen Chow, parce que si on regarde bien les films qu'il a fait durant la période 93-94, donc la période couverte par la seconde vidéo de la rétrospective, on voit qu'il y a énormément de films excellents, qui sont très très drôles. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que c'est des films qui soient très recherchés au niveau du scénario. C'est à chaque fois une espèce de ligne rouge qui permet d'accumuler tout un tas de gags, mais c'est des intrigues assez simples. Et je pense que Stephen Chow en était conscient et qu'il a voulu faire quelque chose de plus ambitieux, qui s'est dit que ça y est, là j'ai vraiment établi mon style comique, je suis au top de mes capacités dans le domaine. Mais il faudrait peut-être que j'essaye de faire quelque chose de plus, que j'essaye d'amener quelque chose de plus. Et donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il s'est orienté vers la légende du roi singe, un classique donc du cinéma chinois, mais qu'il ne se contente pas juste d'adapter bêtement et simplement. Il va construire toute une histoire qui lui est propre autour de ça. Il va garder les éléments principaux de l'histoire de la pérégrination vers l'Ouest, mais il va vraiment aussi se le réapproprier avec tout un tas d'intrigues qui lui sont propres et évidemment son sens de l'humour. Et en plus de ça, il va également intégrer d'autres éléments qui étaient présents durant cette période 93-94, qui étaient en train de d'éclore, qui est donc des relations romantiques plus poussées et allant donc davantage vers un authentique romantisme, on va dire, qui ne sont pas juste avoir une jeune fille dont il est amoureux et dont il veut faire la cour, et puis voilà. Non, avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé avec des vraies émotions, des vrais sentiments. Et tout ça, donc, il le met dans Le Roi Singe, et heureusement pour lui, il trouve un excellent réalisateur en la personne de Jeff Lowe. Et Jeff Lowe, on l'a déjà vu puisque c'est lui qui est derrière All for the Winner, le premier grand film de Stephen Chow. Et évidemment, c'est un très bon choix puisque ça fait partie
des 3 meilleurs réalisateurs qui ont travaillé avec Stephen Chow, hein, donc avec Gordon Chan, Lily Chi et donc Jeff Lowe. Et donc c'est un très bon choix, d'autant plus que Jeff Lowe, il a déjà, mine de rien, pas mal vogué du côté du fantastique durant les années 80, avec des films comme Haunted Cop Shop et Mortuary Blues. Donc il a déjà une certaine habitude, on va dire, des effets spéciaux. Il a prouvé être tout à fait capable de mettre en valeur Stephen Chow d'un point de vue comique, et donc c'est l'homme de la situation pour faire Le Roi Singe, cette adaptation en 2 films, enfin en fait c'est l'adaptation en un seul film mais qui a été divisé en 2 films pour l'exploitation. Et il faut bien se rendre compte également que c'est un film ambitieux et donc avec de l'argent. Il y a du budget derrière, il y a un tournage en Chine continentale, il y a un certain nombre d'acteurs quand même assez connus. Il y a Karen Mock entre autres, même si elle n'était pas encore à son niveau maximal. L'acteur principal reste quand même Stephen Chow, hein, on ne va pas se le cacher. Mais ce que je veux dire, c'est quand même qu'il y a du budget, il y a un travail poussé au niveau de la direction artistique, il y a des effets spéciaux assez nombreux, ce qui n'était mine de rien jamais facile quand on faisait des films de Hong Kong à cette époque, parce que Hong Kong n'a jamais vraiment eu les infrastructures pour lui permettre de faire des choses très ambitieuses à ce niveau. Donc ce n'est pas un film cheap, parce que j'ai encore le souvenir pas si longtemps d'avoir vu passer une critique du film qui le qualifiait de film cheap, mais pas du tout, c'était un blockbuster hongkongais de l'année 1995. Et heureusement, donc tout ça est présent et réussit à s'harmoniser parfaitement pour donner quelque chose qui marche du tonnerre de Dieu. Et mine de rien, ça c'était pas gagné, parce que réussir à avoir dans un seul film à la fois comédie absurde, romantisme, action, fantastique, effets spéciaux avec un message bouddhiste, c'est quand même, tout ça c'est des ingrédients qui ne vont pas forcément ensemble, mais ça marche vraiment du tonnerre de Dieu. Et au final cette duologie du Roi Singe est vraiment parmi les must-see de l'œuvre de Stephen Chow. Ça fait vraiment partie de ses tout meilleurs films. Stephen Chow est vraiment parfait en Roi Singe, il a tout à fait l'attitude qu'il faut pour le personnage. C'est difficile de passer après lui d'ailleurs, tellement il incarne à la perfection ce type de personnage. Il est bien aidé également par des maquillages qui mine de rien sont vraiment sympas, hein. Le maquillage du Roi Singe, moi je le trouve encore aujourd'hui assez réussi, ce qui encore une fois n'allait pas forcément... ce qui n'était pas forcément une évidence dans le cadre de l'industrie cinématographique hongkongaise des années 1990. Il est bien épaulé par ses habitués. En fait, on a l'impression que sur Le Roi Singe, ils ont décidé de conserver tous ceux qui étaient le meilleur avec Stephen Chow. Donc on a évidemment Mantat qui est le comparse inévitable, indispensable de tout film de Stephen Chow, mais on a également Lau Kar-ying, qui avait vraiment montré être capable d'être absolument hilarant quand il était avec Stephen Chow dans From Beijing with Love, Bon baiser de Pékin, et qui là également est absolument incroyable dans le rôle du moine que doit escorter Sun Wukong, le Roi Singe, qui est absolument génial. Enfin, moi j'aime beaucoup Lau Kar-ying, je pense que c'est un excellent acteur, et qui va d'ailleurs après apparaître dans tout un tas de comédies, tellement il va marquer les esprits dans ce rôle et de manière générale dans sa collaboration avec Stephen Chow. Et puis on a également Athena Chu qui avait montré qu'elle avait un certain potentiel dans Fight Back to School 2 et qui là trouve un de ses tout meilleurs rôles, qui est vraiment parfaite en tant que idéal romantique du personnage, du double personnage joué par Stephen Chow. Et donc c'est vraiment très très bien ce casting pour épauler. Alors après il y a également Karen Mock, il y a également tout un tas d'autres acteurs qui sont également très bien, mais c'est vraiment une espèce de best-of des meilleurs acteurs pour Stephen Chow, ceux avec lesquels il a la meilleure dynamique, les plus d'alchimie, et donc ça marche très très bien à ce niveau. Et puis on a évidemment Ching Siu-tung aux chorégraphies, l'indispensable Ching Siu-tung, le maître du néo-wuxia, celui qui a vraiment imprimé son style sur ce genre durant le début des années 1990 et qui donc est tout à fait adapté à une œuvre fantastique de cette nature et qui, comme évidemment
nous signe des chorégraphies endiablées aériennes comme on aime et qui sont vraiment parfaites pour ce type de métrage. À la limite, si on veut vraiment chercher la petite bête et si on veut faire quelques critiques à cette duologie du roi singe, on pourrait dire que c'est pas vraiment le film de Stephen Chow qui est le plus drôle. Je trouve que par exemple la première partie, donc le premier film, a vraiment des bonnes séquences, des bons gags. Et puis au fur et à mesure que l'intrigue avance, c'est vrai que le côté comique disparaît peut-être un petit peu au fur et à mesure. Mais j'ai envie de dire que c'est pas un problème parce que ça reste cohérent avec l'intrigue générale. Et puis ça apporte aussi cette patte un peu différente, cette personnalité au film. Et puis de toute façon, toute la première partie du film, comme j'ai dit, a quand même énormément de séquences comiques absolument hilarantes. Donc il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter plus que ça. Tant que le scénario évolue de manière organique et qu'on reste attaché au personnage, c'est le plus important. Et au final, ça permet donc d'avoir un film légèrement différent de ce que faisait Stephen Chow, mine de rien, durant cette période. Très ambitieux et très réussi à tous les niveaux. Et donc évidemment, c'est un must absolu de Stephen Chow. Heureusement, ça fait partie des très rares films de l'acteur qui sont sortis en France ici chez HK Vidéo. Donc vous pouvez vous précipiter dessus et vous devriez vous précipiter dessus parce que ce sont donc des excellents films. L'année 1995 marque une autre collaboration entre Stephen Chow et Jeff Lowe pour un film qui s'appelle Out of the Dark. Donc Out of the Dark, c'est un film où Stephen Chow joue un personnage qui est à la fois un exorciste, mais qui est également plus ou moins handicapé mental, qui est fou en fait, donc qui est dans un asile d'aliénés, mais qui est quand même également capable de combattre les démons, et c'est ce qu'il va devoir faire pour mettre fin à la malédiction, à la présence d'un fantôme qui est en train de faire un véritable carnage dans un espèce d'immeuble typique de Hong Kong. Out of the Dark, c'est un peu un retour pour Jeff Lowe au film fantastique qu'il a fait durant la deuxième moitié des années 80, les Haunted Cop Shop ou bien Mortuary Blues, donc comme j'ai déjà évoqué pour Le Roi Singe. Donc des films qui essayent de mélanger à la fois horreur, fantastique et comédie. Et c'est un style de film que l'industrie cinématographique hongkongaise, mine de rien, a été assez friand et elle a vraiment produit beaucoup de films dans ce registre. Et personnellement, moi, c'est quelque chose avec lequel je suis toujours un petit peu ennuyé, dans le sens où comédie, horreur, ça fait appel à une palette de sentiments qui sont très opposés, qui sont très différents. Et je pense que c'est très difficile pour un cinéaste, pour un film, de réussir à avoir les deux à la fois, de réussir à faire rire et de réussir à faire peur le public. En général, mine de rien, ça va toujours plus dans un sens ou dans l'autre. Et souvent, dans le cadre des films de Hong Kong, ça va davantage vers le sens comique que vers le sens horrifique. Et donc c'est quelque chose d'assez casse-gueule. Et mine de rien, ça avait marché pas trop mal sur Mortuary Blues, un petit peu moins à mon avis sur Haunted Cop Shop. Et donc voir Jeff Lowe revenir à ça pourrait générer mine de rien quelques craintes. Mais on peut quand même dire que Out of the Dark est un des meilleurs films dans ce registre. C'est un film qui est le plus cartoonesque dans la filmographie de Stephen Chow. Stephen Chow, comme je l'ai déjà dit, si vous avez vu les deux précédentes rétrospectives, c'est un humour absurde qui se rapproche beaucoup des mangas, qui se rapproche beaucoup des dessins animés. Et il y a vraiment cette influence qui est très très présente dans Out of the Dark, peut-être un petit peu moins du côté manga comme c'était le cas pour beaucoup de ces films précédents, et un peu plus ici du côté Tex Avery, j'ai envie de dire. Et il y a également un humour noir très présent, c'est-à-dire que c'est un film qui est assez... je pense que c'est un bon film, c'est vraiment voire un très bon film, mais c'est vrai qu'il est parfois un peu difficile à appréhender, parce qu'il y a ce côté totalement cartoonesque, et il y a aussi un côté, mine de rien, très méchant envers les personnages. Ils souffrent beaucoup, et on rigole à les voir souffrir, mais il y a quelque chose quand même d'un petit peu gênant parfois.
Et il y a certaines scènes horrifiques qui sont traitées de manière très premier degré. Et donc il y a un équilibre, un mélange des genres qui est parfois assez difficile à cerner et qui peut être parfois difficile à suivre. Quelque part, ça fait aussi l'identité de ce film, ça fait également sa personnalité et c'est ce qui le rend à la fois attachant et intriguant. Mais c'est vrai qu'on en ressort un petit peu tourneboulé sans savoir exactement si on a trouvé ça génial ou si on est un petit peu gêné par le mélange. Stephen Chow, donc, comme je l'ai dit, il joue un espèce d'exorciste semi-fou. Il est habillé pendant tout le film comme Jean Reno dans Léon. C'est clairement la référence affichée du film, puisqu'il se balade également avec une plante. Karen Mock, à un moment, est habillée comme Nathalie Portman dans le film de Luc Besson. Donc clairement, ça les a marqués. C'est plutôt rigolo de le voir un peu comme ça. Par contre, c'est vrai que le mélange des genres, comme je l'ai dit, aboutit au fait que le personnage de Stephen Chow n'est pas forcément très attachant. Il est même assez désagréable parfois. Mais encore une fois, ça fait partie de cette espèce de personnalité assez étrange, assez hybride du film. Il y a également un petit côté quasi Twin Peaks, j'ai envie de dire, dans cet aspect derrière les apparences de normalité se cache en fait tout un tas de déviances, de perversions et de choses particulièrement violentes, mais donc traitées à la fois sérieusement et à la fois de manière comique. Au chapitre des critiques, on peut remarquer une post-production, enfin un doublage qui n'est pas tout à fait réussi, je trouve. Heureusement, comme d'habitude, Stephen Chow se double lui-même, puisque, comme vous le savez peut-être, les films de Hong Kong durant cette époque, pour leur très grande majorité, étaient filmés sans son, et c'était au moment de la post-synchronisation, pendant la post-production, que les acteurs étaient doublés, alors parfois doublés par d'autres acteurs, et parfois doublés eux-mêmes. Alors ici, heureusement, ça va, on a Stephen Chow qui se double lui-même, hein, c'est un must à mon avis pour avoir un bon film de Stephen Chow, mais au niveau du casting secondaire, il y a parfois l'impression que les voix ne marchent pas tout à fait ou que ça ne correspond pas parfaitement à ce que disent les personnages. Enfin, on a la très légère impression que le casting, que le doublage qui a été fait donc durant la post-production a été un petit peu bâclé. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu forcément le temps qu'ils auraient dû avoir pour pouvoir faire le meilleur travail et ça se ressent un petit peu. C'est pas un gros souci, hein, c'est vraiment un défaut mineur, mais voilà, ça nuit légèrement à l'immersion dans le film, mais un film qui est vraiment unique, qui est vraiment étonnant et qui rien que pour ça donc mérite une vision, mais donc attendez-vous à quelque chose qui peut vous déstabiliser un petit peu. Donc 1995, comme vous voyez, est parti sur des chapeaux de roue. On a deux, voire trois, si on considère Les Rois Singes comme deux films. Donc deux ou trois excellents Stephen Chow. Malheureusement, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas avoir que des bons Stephen Chow durant une seule année. Et donc on va baisser d'un cran, voire de deux, avec l'autre film et le dernier film de cette année 1995, qui est 60 Million Dollar Man. Alors, un petit point par rapport à 60 Million Dollar Man est le fait que durant cette période, et très souvent, on a comparé Stephen Chow à Jim Carrey. Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette comparaison parce que je n'aime pas Jim Carrey et j'adore Stephen Chow. Donc pour moi, il y a un petit problème dans le fait que je puisse à la fois aimer Stephen Chow et si Stephen Chow est effectivement le Jim Carrey hongkongais, que je n'aime pas Jim Carrey, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi j'estime que Stephen Chow n'est pas comme Jim Carrey. Je comprends que on puisse tracer quelques parallèles dans ce côté un petit peu grimaçant, mais enfin bon, dans ce cas-là, si on va là-dessus, on peut dire que Stephen Chow c'est le Louis de Funès hongkongais aussi. Enfin, c'est la limite de ce type de comparaison, ça ne veut pas forcément dire grand-chose à mon humble avis. Ceci étant, si on veut vraiment faire l'argument que Stephen Chow est le Jim Carrey hongkongais, eh bien 60 Million Dollar Man est le film qui permet d'aller dans ce sens-là, parce que oui, clairement, il y a une grosse inspiration Jim Carrey, et tout particulièrement une inspiration de The Mask, qui avait été un des gros succès, qui avait vraiment
lancer Jim Carrey comme une star. Et oui, il y a clairement une volonté d'aller dans ce terrain, de reprendre tout un tas d'éléments de The Mask pour le refaire à sa façon. Stephen Chow dans le film joue un fils de bonne famille qui est totalement pourri gâté et qui abuse tout le monde autour de lui. Il étudie à Hawaï et il va se retrouver dans une espèce d'imbroglio à se faire dézinguer par des gangsters. Et grâce à l'aide d'un savant fou joué par Elvis Choi, il va être reconstitué sous une forme de machine, on va dire, qui a la capacité de prendre la forme de tout un tas d'objets du quotidien. Ça peut être un rice cooker, ça peut être un four, ça peut être tout un tas de trucs, des toilettes, voilà, des trucs comme ça. Mais derrière la caméra, on n'a pas Jeff Lowe, on n'a pas Lily Chi, on n'a pas Gordon Chan, on a Raymond Yip et ça donne quelque chose de nettement moins inspiré au niveau de la qualité des gags. J'ai envie de dire qu'on est plus proche d'un Wong Jing, avec des gags qui sont quand même très vulgaires. Alors la vulgarité, c'était pas quelque chose qui était absent des films de Stephen Chow, bien au contraire, il en a régulièrement usé, mais il l'utilisait quand même de manière un peu plus recherchée et un peu plus aboutie. Et ici, c'est quand même assez bas de plafond. Ça va vraiment pas haut. Ça préfère privilégier le surjeu. Alors évidemment, le surjeu aussi, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'univers de Stephen Chow. Stephen Chow en a fait beaucoup, mais il était capable de le doser. Et là, on a l'impression que la dose est mauvaise. On a l'impression que la vulgarité est trop forte. Et on a l'impression que les gags, de manière générale, ne sont pas très inspirés, que ça va un peu de manière automatique. Et donc tout ça fait que 60 Million Dollar Man n'est pas un film que je trouve extrêmement plaisant. Même quand Stephen Chow fait des parodies, en général il fait toujours des parodies super bien trouvées, super sympas, c'est un petit peu mou, comme la parodie qu'il fait sur Pulp Fiction par exemple. C'est un peu convenu et ça aurait mérité mieux. Je pense que Raymond Yip également n'est pas le meilleur réalisateur, c'est-à-dire qu'il ne réussit pas à vraiment mettre en valeur Stephen Chow et à jouer sur les gags à fond, sur faire tout un tas de techniques cinématographiques que Jeff Lowe et Lily Chi étaient particulièrement capables d'utiliser, les ralentis, la manière de jouer avec le montage afin de faire un effet maximal sur la blague. Ça, c'est quelque chose que eux sont vraiment capables de faire, et avec Raymond Yip, c'est beaucoup moins présent et mine de rien, ça se ressent. Enfin, l'ensemble des éléments au sein de 60 Million Dollar Man sont, comme je l'ai dit, d'un ou deux niveaux en dessous par rapport à ses films précédents, et donc ça fait que c'est un film, à mon avis, très mineur dans la carrière de Stephen Chow. La troisième partie, le dernier tiers du film, est vraiment le moment où ça va à fond dans le mode The Mask, avec donc Stephen Chow qui se transforme en différents trucs, avec des effets spéciaux qui sont assez limites, on va dire, assez artisanaux, mais pas forcément dans le bon sens. Assez raté, allez, on va le dire franchement. Donc là vraiment, oui, il va en mode Jim Carrey. Là vraiment, on sent que ça repompe The Mask. Et vu que, comme j'ai dit, moi je ne suis pas fan de Jim Carrey et je ne suis pas grand fan du Masque non plus, j'avoue que je trouve que cette dernière partie ni originale, ni intéressante, ni très drôle. Donc au final, voilà, c'est 60 Million Dollar Man. Film très mineur, comme je l'ai dit, de Stephen Chow, et je ne vous le recommanderai pas uniquement pour les complétistes. Le rythme de production de Stephen Chow continue à diminuer, puisque là où en 1995 il était apparu dans 3 films, en 1996 il apparaît dans 2 films uniquement. Heureusement pour nous, ce sont 2 films qui sont des bons films. Le premier d'entre eux, c'est Forbidden City Cop, réalisé par Vincent Koch. Forbidden City Cop, en fait, c'est une espèce de retour à Bon baiser de Pékin, donc une espèce de parodie de James Bond, sauf que là, la différence, c'est qu'elle se situe dans le passé, durant l'époque médiévale. Alors j'avoue que je ne sais plus quelle époque c'est, ça doit être la dynastie Ming, je crois, mais j'avoue que je n'ai pas vérifié. Stephen Chow est donc un espèce d'agent secret, un espèce de garde du corps d'élite de l'empereur, sauf que là où les autres gardes du corps d'élite, les autres membres de son corps sont des experts en arts martiaux, des hommes d'action, Stephen Chow, lui, il est un petit peu à la ramasse, et il s'en sort davantage avec
avec son cerveau, avec sa parole et avec ses inventions et ses gadgets. Et il va se retrouver à devoir déjouer toute une machination contre l'empereur. Voilà, donc voilà pour le principe de Forbidden City Cop. Et ça marche vraiment bien. Vincent Koch, qui était un réalisateur relativement débutant durant cette époque, est plutôt bon. Il n'a pas le degré de maîtrise de Lee Litchi ou Jeff Lowe, mais il sait quand même, il parvient en tout cas à mettre Stephen Chow suffisamment en avant. Il y a ce qu'il faut quand même pour construire des blagues, pour réussir à ce qu'elles aient un effet optimum à défaut d'être maximal. Il y a pas mal d'idées assez rigolotes, évidemment les gadgets qui sont un peu une sorte de variation sur ce qui avait été fait dans Bon baiser de Pékin avec Lau Kar-ying et ses gadgets totalement débiles. Là, ils sont un peu moins débiles, ils marchent un peu plus quand même, mais ils sont quand même assez marrants. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on retrouve cette fameuse facette romantique dont j'avais parlé dans Justice My Foot et qui réapparaît ponctuellement dans le cinéma de Stephen Chow, qui était réapparu entre autres donc dans Le Roi Singe, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et donc là, on le retrouve dans la relation qu'il a avec sa femme, ici jouée par Karine Allo, qui est une relation vraiment fusionnelle avec un mari et son épouse qui tiennent vraiment l'un à l'autre, qui ont des sentiments sincères et qui sont sur la même page. Et il y a vraiment une excellente dynamique entre Stephen Chow et Karine Allo, et ça marche donc du tonnerre de Dieu. Et encore une fois, le fait d'avoir ces deux éléments, d'avoir le côté comédie plutôt inspiré et une relation romantique qui est crédible et qui est attachante, et ben, mine de rien, ça permet donc à Forbidden City Cop d'être une sorte de sleeper, c'est-à-dire que c'est pas un des tout meilleurs films de Stephen Chow, hein, c'est pas au même niveau que Love and Delivery, que Le Roi Singe ou que d'autres dont on va parler un petit peu après, mais ça reste quand même un excellent film de Stephen Chow. Il est juste en dessous de cette catégorie des chefs-d'œuvre de Stephen Chow, et c'est une très bonne comédie. Il y a quelques idées assez barrées, bien sympas, comme avec l'espèce de référence à la dissection de l'alien de Roswell qui est intégré ici. C'est quand même assez saugrenu, assez marrant. Ça joue également avec le côté les codes du wuxia parfois, en tout cas du néo-wuxia, avec des personnages qui sont présentés comme super puissants, mais puis en fait quand on voit qui c'est, ce sont en fait des espèces de gars ultra vieux ou ultra moches, enfin qui sont totalement à la ramasse. Ça c'est un espèce une technique comique particulièrement appréciée de Stephen Chow et qui va continuer à utiliser durant toute sa carrière, qu'il avait déjà un petit peu utilisé dans certains des films précédents dont on a parlé. Donc ouais, Forbidden City Cop, vraiment un film recommandé, très très sympa, qui mérite le coup d'œil. Et l'autre film de 1996, eh bien, ça fait partie, moi, des tout meilleurs films de Stephen Chow, de mes films de Stephen Chow préférés. Vous l'avez peut-être vu si vous avez jeté un œil sur ma vidéo sur mes 10 films de Hong Kong favoris. C'est Le God of Kokri, réalisé par Lee Litchi et Stephen Chow. Donc God of Kokri, dans lequel Stephen Chow joue un tycoon de l'alimentation, des restaurants, qui est une ordure finie, hein, on va le dire franchement, et qui va se retrouver pris au piège, qui va se retrouver trahi par certains de ses proches, et qui va tomber dans le caniveau, qui va avoir une déchéance absolue, et qui va retrouver à Mongkok auprès de certains restaurateurs de rue le vrai esprit de la cuisine, et qui va pouvoir quelque part amener à son illumination, à sa repentance. God of Kokri, donc comme j'ai dit, moi je trouve que c'est un des tout meilleurs Stephen Chow. On retrouve cette avalanche de gags qui est la marque de fabrique de la collaboration entre Lee Litchi et Stephen Chow sur des films comme Love and Delivery, sur des films comme Magnificent Scoundrels, mais avec des ruptures de ton qui visent juste. On a tout le côté comique, mais on a aussi une véritable histoire humaine. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais je trouve que
le cheminement du personnage, même si c'est finalement assez convenu, ça a déjà été fait ailleurs, mais je trouve que ça marche. Je trouve qu'on réussit à croire au personnage, qu'on réussit à croire que cet homme absolument infâme va finalement trouver un nouveau sens à sa vie et qu'il va réussir à devenir une meilleure personne. Tout particulièrement durant le final, Stephen Chow change la manière dont il joue. Il est beaucoup plus sérieux et ça me permet, ça marche. On croit au personnage. Et moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément dans le cinéma de Stephen Chow, cette capacité qu'il a à jongler avec les tons. Je trouve que quand il donne le meilleur de lui-même, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, j'ai envie de dire, dans ses films. Évidemment, il y a le côté comique et les blagues absurdes que j'adore, mais ce qui permet pour lui de passer un niveau au-dessus, d'être plus qu'un simple roi de la comédie, à mon avis, c'est cette capacité, comme j'ai dit, à jouer avec les genres et à être capable d'avoir d'autres éléments qui sont touchants, que ce soit donc des relations romantiques, que ce soit le parcours d'un personnage, et c'est présent ici dans God of Cockery avec donc cette évolution du personnage qui joue, et je trouve ça vraiment excellent. L'autre point qui est excellent, c'est un point dont j'ai déjà pas mal parlé, c'est la réalisation de Lee Lik-chi et de Stephen Chow, puisque ça a été une co-réalisation sur ce coup, qui je trouve est vraiment parfaite pour avoir le maximum d'impact sur les blagues. Par exemple, le moment où Stephen Chow revoit Mantat, donc il l'a trahi, et il a finalement commencé à remonter du caniveau, et il arrive, il se croise, il est avec son espèce d'équipe de bras cassés en short, et toute cette scène est montée au ralenti, comme si c'était quelque chose de particulièrement impressionnant, mais il y a cette espèce de dégaine totalement je m'en foutisme, totalement ridicule, et donc la combinaison de ces ralentis ultra héroïques, cette manière de vendre le moment comme quelque chose de particulièrement impressionnant, alors que qu'il est habillé comme un plouc et qu'il a cette attitude qu'on lui connaît, cet air un petit peu moqueur, que derrière lui il y a son équipe donc de bras cassés. Comme je dis, tout ça permet d'avoir un effet maximum et une séquence qui en soi n'a pas forcément beaucoup de comédie en elle-même, hein. C'est juste la confrontation des deux rivaux avant le grand duel final en quelque sorte, mais rien que ça, grâce à ces éléments, ça permet d'avoir une scène qui est hilarante par elle-même. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans God of Cockery. Il y a également des prestations assez intéressantes de la part du casting secondaire. Moi j'aime vraiment bien la prestation de Vincent Koch qui joue le rival de Stephen Chow dans les cuisines, ce qui n'était pas forcément gagné, parce que lui c'était quelqu'un qui était assez nouveau et qui n'avait pas forcément fait beaucoup de rôles aussi importants. À la base, Vincent Koch, c'est un scénariste qui est passé ensuite à la réalisation, comme on l'a vu avec Forbidden City Cop, et qui est apparu régulièrement dans les films, mais qui n'est pas un acteur proprement dit. Et je trouve qu'il s'acquitte bien de sa tâche, qu'il est capable d'avoir les deux facettes, le côté un petit peu gars gentil et loyal, qui est prêt à suivre Stephen Chow et qui accepte les humiliations, et puis qui après montre qu'il a un autre visage et qui est en fait quelqu'un d'ambitieux et agressif, et il est capable, mine de rien, de faire quelque chose de convaincant sur ces deux facettes, qui n'était pas forcément gagné. Et le personnage le plus marquant, c'est très probablement le personnage de Karen Mok, donc cette cuisinière assez affreuse physiquement. Ça, c'est quelque chose aussi avec lequel Stephen Chow va régulièrement jouer, et on va le retrouver dans Shaolin Soccer. Je trouve d'ailleurs que God of Cockery a beaucoup d'éléments en commun avec Shaolin Soccer. On retrouve un petit peu la même... c'est pas exactement le même cheminement de personnage, mais il y a un peu du même esprit, je trouve, dans la réalisation, dans la volonté d'essayer d'avoir quelque chose d'autre que le côté comique, et puis la présence, le style de Stephen Chow et de Lee Lik-chi quand ils sont ensemble derrière la caméra à la réalisation. Et donc évidemment, God of Cockery, c'est un must absolu, hein. Pour moi, c'est un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur Stephen Chow, donc vous devez absolument le regarder.
L'année 97, malheureusement, va être un petit peu moins brillante, puisque Stephen Chow est dans All's Well Ends Well 1997. All's Well Ends Well, souvenez-vous, Stephen Chow avait déjà participé à cette franchise de Raymond Wong, cette franchise du Nouvel An, cette formule que Raymond Wong avait mis en place avec 3 couples qui essayent de se rabibocher. Donc là, on a à peu près la même configuration. On a 3 couples, effectivement. On a Raymond Wong avec Christine Ng. On a Francis Ng qui est à la fois avec Amanda Lee et avec Jacqueline Wu. Et puis, on a Stephen Chow qui, lui, est un playboy qui se retrouve avec Gigi Lai, puis ensuite Christy Chung. Donc, il y a à peu près la même configuration habituelle, sauf qu'il y a une petite variation, probablement due à la présence d'Alfred Chung derrière la caméra, qui est que c'est moins centré sur le côté bisbee entre couples et couples qui se rabibochent à la fin, enfin le côté la croisière s'amuse. Ici, on a plus une espèce de fil rouge qui est autour du personnage de Stephen Chow, puisque le personnage de Stephen Chow, en fait, c'est un espèce de Tanguy, un espèce d'adulte, de jeune adulte qui ne veut pas quitter le foyer familial, qui préfère passer son temps à jouer à Street Fighter et à draguer les filles. Et en fait, pour essayer de s'en débarrasser de lui, ses 2 frères, donc joués par Raymond Wong et Francis Ng, lui font croire qu'il a gagné à la loterie, avec l'idée que comme ça, il va pouvoir partir. Sauf que il se retrouve dans des ennuis encore pires. Il contracte une dette auprès d'un espèce de gangster. Et pour éviter d'avoir à payer cette dette, pour éviter d'avoir à être évacué de la maison, il va faire semblant d'être devenu fou. Et ça, c'est vraiment la principale storyline, et ça occupe davantage le récit que le côté bisbee romantique, même si cet aspect-là est également présent. Alors, on pourrait croire qu'avoir une intrigue centrée comme ça sur le personnage de Stephen Chow serait une bonne idée et permettrait effectivement de contourner le côté très prévisible de la formule Raymond Wong pour le Nouvel An chinois. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit une réussite. Et au final, on a un film qui reste très générique, parce que Stephen Chow, contrairement à ce qu'il avait fait dans la version en 1992, ne parvient pas à dynamiter le film. Alors je ne sais pas si c'était parce qu'il était moins motivé, si c'était parce que Alfred Chung était moins à même de l'aiguillonner dans cette direction que ce qu'avait pu faire Clifton Co. J'avoue que je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être une combinaison des 2 facteurs, mais au final ça donne quelque chose qui n'est pas particulièrement passionnant. On est plus dans la comédie hongkongaise typique, dans ce qu'elle peut avoir de plus prévisible et peu inspiré. Alors heureusement, il y a quand même toujours quelques gags sympas, mais même ceux-là sont déjà des gags un peu connus. Ça tourne beaucoup autour de l'imitation de Bruce Lee. Alors évidemment, à chaque fois que Stephen Chow fait dans l'imitation de Bruce Lee, ça marche. Mais quand même, on sent que c'est moins frais, c'est moins spontané que ce qu'il faisait avant. Encore une fois, il y a quand même quelques trucs sympas, mais voilà. C'est pas aussi inspiré que ce qu'il avait pu faire avant. Donc ça donne un film qui est un poil générique. C'est pas le pire en termes de comédie hongkongaise, hein, bien loin de là, mais si on le met sur l'échelle de Stephen Chow, c'est quand même au niveau au bas du panier, hein, on va pas se mentir. Donc je suis vraiment pas sûr qu'il y a besoin de se forcer sur ce All's Well Ends Well 1997. Si vraiment vous voulez vous faire un film de cette série, mieux vaut s'orienter vers le 1992. Mais voilà, autrement, ça ne sert pas à grand chose de chercher plus loin. C'est un film tout à fait mineur dans la filmographie du roi de la comédie hongkongaise. Le second film de l'année 1997 pour Stephen Chow, c'est Lawyer Lawyer, réalisé par Joe Ma. Joe Ma, qui est quelqu'un qui est plutôt spécialisé dans la comédie romantique. Et alors, Lawyer Lawyer, c'est une espèce de mix, on va dire, entre un film de Wong Fei-hung, tendance Il était une fois en Chine, et un retour à Justice My Foot et Hail the Judge. Donc Stephen Chow est à nouveau un avocat, cette fois-ci c'est durant la dynastie Qing, c'est un avocat du côté de Guangzhou, donc de Canton.
et qui va devoir aller à Hong Kong, qui est relativement nouvellement aux mains des Britanniques, et qui va devoir y aller donc pour innocenter son assistant qui est accusé de meurtre, et donc il va être confronté au système britannique sur place comparé à ce qu'il est habitué d'avoir son système chinois. Sur le papier, ça peut être un concept assez intéressant puisque évidemment on est quand le film a été fait en 1997, donc ce concept de confronter tradition juridique chinoise par rapport aux traditions juridiques britanniques, il est plutôt intéressant, il est plutôt adapté à l'occasion, on va dire. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment très bien exploité, qui ne va pas vraiment très loin dans le commentaire par rapport au changement de souveraineté qui allait avoir lieu. On a quelque chose de vaguement critique du colonialisme, mais c'est vraiment de base, et il n'y a pas de réflexion poussée sur ces enjeux en fait, et c'est vraiment dommage à mon humble avis. À côté de ça, on a donc, comme je l'ai dit, la première partie du film est un peu une espèce de parodie de Wong Fei-hung, parce que Stephen Chow est dans une espèce de foyer où il a un assistant qui fait un peu penser à Lang Foon dans Il était une fois en Chine, un peu donc le personnage joué par Yuen Biao et ensuite par Max Mock dans les suites. L'épouse de Stephen Chow ici, c'est Karen Mok, et elle semble un peu également copiée sur le personnage de 13e Tante joué par Rosamund Kwan. Donc on a en fait un espèce de décalque parodique de Wong Fei-hung, même si là Stephen Chow n'est pas un maître en arts martiaux et un docteur en médecine chinoise, mais un avocat, mais foncièrement c'est un peu le même principe, et là c'est un avocat qui fait des blagues autour de lui, qui est plus malin que les autres, donc on retrouve la même configuration, comme je l'ai dit, que dans des films type Justice My Foot, Hail the Judge. Donc c'est une espèce de redite, aussi bien dans le côté Hail the Judge que le côté parodie de Wong Fei-hung, parce que les parodies de Wong Fei-hung, évidemment, il y en avait déjà eu pas mal. Il y en avait certaines d'ailleurs qui étaient réalisées par Lee Lik-chi, un des réalisateurs attitrés, habitués de Stephen Chow. Et à mon avis, d'ailleurs, si vous voulez avoir quelque chose dans cet esprit, il vaut mieux aller du côté de ces films plutôt que du côté de Lawyer. C'est pas arrangé par le fait que à la place de Mantad dans le sidekick habituel de Stephen Chow, on a ici Eric Cott. Eric Cott qui était un comique assez en vogue durant cette période. Il était connu pour avoir un duo avec Jan Lam qui avait bien marché. On le voyait d'ailleurs dans le City Hunter Nicky Larson de Wong Jing. C'était eux qui avaient l'espèce de séquence musicale. C'était les Hard and Soft Kids, donc c'était Eric Cott et son comparse qui assuraient cette séquence. Et donc Eric Cott, bien utilisé, ça peut marcher, mais il est quand même souvent en mode surjeu, et on a l'impression un peu ici qu'il est en espèce de compétition avec Stephen Chow pour être celui qui va surjouer le plus. Et bon, avoir un peu de compétition avec Stephen Chow, ça peut marcher, hein, potentiellement, c'est pas forcément une mauvaise chose de manière automatique, mais ici c'est juste, il en fait trop, quoi. Il en fait trop, il est vite insupportable, et donc ça n'aide pas à rendre le film attachant. En plus, l'humour est très pipi caca, c'est assez bas de niveau, il n'y a pas beaucoup d'inspiration, il n'y a pas vraiment de ce côté extrêmement délirant comme on aime chez Stephen Chow. C'est plus des espèces de blagues de collégiens, et ça mène pas forcément à des séquences comiques très réussies, et donc sans séquences comiques très réussies, sans un propos vraiment intéressant, malgré un potentiel qui est bien là, bah, ça fait que ce Lawyer est un film très décevant et conclut de manière assez triste cette année 1997 pour Stephen Chow. En 1998, Stephen Chow ne fait qu'un seul film, à savoir The Lucky Guy, réalisé par son réalisateur habituel qui est Lee Lik-chi. Alors The Lucky Guy, en fait, c'est un film du Nouvel An chinois qui retrouve à peu près la même formule que celle dont on a l'habitude avec les All's Well Ends Well de Raymond Wong, donc avec différents couples qui essayent de Enfin, ici, ils n'essaient pas de se rabibocher parce qu'en fait, ils vont se rencontrer. En fait,
il y a une petite variation autour du concept. C'est pas des couples qui doivent réussir à contrecarrer la vieillesse de leur relation, mais c'est des couples nouvellement formés, donc c'est un peu différent. Ici, donc on a Stephen Chow qui va rencontrer Sammy Chung. On a à nouveau Eric Cott de Lawyer qui lui est avec Christy Young, et on a Daniel Lam qui va être avec Shuki. Et tout ça tourne autour d'un Cha Chan Tang, donc un restaurant hongkongais typique qui est particulièrement dont la spécialité est les tartes aux œufs. Tarte aux œufs, c'est un truc très, très fréquent qu'on trouve à Hong Kong, et c'est très très bon d'ailleurs. Vous devriez essayer d'en manger quand vous passerez dans la ville. Et donc ça sert de fil rouge avec des méchants promoteurs qui veulent prendre la place du restaurant. Et autour de ça, donc on a les 3 personnages principaux donc, que j'ai donnés qui vont découvrir l'amour. Et voilà, c'est ça la formule. C'est connu, une vague variation de ce que Raymond Wong fait habituellement. Est-ce que ça vaut le coup? C'est pas du grand Stephen Chow. C'est-à-dire que ça dépend sur quel plan on se place. Si on se place par rapport à Stephen Chow, The Lucky Guy, c'est un film très très moyen, voire un peu inférieur, voire vers le bas du panier, quoi. Si on se place en tant que film du Nouvel An chinois, c'est un peu au-dessus de la moyenne de ce genre. C'est pas grandiose, mais les personnages sont suffisamment attachants. Il y a quelques gags relativement drôles. Par exemple, quand Eric Cott va dans un dojo avec Bobby Yip, Bad Long Cam. On retrouve un petit peu ce côté délirant à la Lilichi, ce côté Moleito qu'on aime bien. Maintenant, ça reste quand même assez faiblard, on va pas se mentir. Voilà, donc ça dépend de où vous placez le curseur, sur quelle base vous appréciez le film. En tant que fan de Stephen Chow, ça reste quand même un produit très très mineur. Je pense qu'il l'a fait juste histoire qu'il ait un film qui sorte avec sa présence de cette année 1998, mais ça reste assez oubliable, on va pas se mentir. En 1999, on a 2 films avec Stephen Chow, et le meilleur d'entre eux, c'est clairement King of Comedy, donc co-réalisé à nouveau par Lee Dik-chi et Stephen Chow. Donc King of Comedy, c'est un retour à un personnage un peu plus innocent, un personnage un peu plus naïf pour Stephen Chow, mais avec un espèce de twist, puisque ici tout va être basé sur son amour du jeu. En fait, c'est un petit professeur de comédie qui essaye de percer dans l'industrie cinématographique hongkongaise, qui se retrouve à être régulièrement à faire les figurants dans des films divers et variés, et qui est tellement investi que il a du mal à faire sa place, parce qu'il prend son art du jeu beaucoup trop au sérieux, et ça amène à tout un tas de circonstances un peu rocambolesques et très drôles. King of Comedy, c'est une sorte de parodie et également de déclaration d'amour au cinéma, au jeu, au théâtre de manière générale, enfin au fait de jouer la comédie. Et donc évidemment, quand on est fan de cinéma hongkongais, ça ne peut que nous parler, parce que ça nous permet de voir de manière un peu décalée les coulisses des tournages de l'époque. Il y a toute une parodie avec une séquence à la The Killer qui est vraiment très très sympatoche. On a également un petit caméo de Jackie Chan qui en fait fait un retour de manivelle à Stephen Chow, qui apparaît également dans Gorgeous, on va en parler un petit peu plus tard. Donc tout cet aspect behind the scene, tout cet aspect voir comment les films sont faits, mais avec un côté comique à la Stephen Chow, est très très sympathique. Dans le même temps, on a également la présence pour la première fois à l'écran de Cecilia Chung qui a été révélée par King of Comedy et qui est une espèce d'hôtesse qui va aller prendre des cours auprès du personnage de Stephen Chow afin d'améliorer ses performances avec ses clients. Et ça va nous donner une de ces relations romantiques assez étonnantes, mais qui marche et qui fait la nature pour moi des meilleurs Stephen Chow. Donc cette capacité à avoir un côté comique totalement absurde, totalement délirant, et avoir des personnages attachants et des relations pour lesquelles
on ressent vraiment quelque chose avec des vrais sentiments. Et c'est un des films King of Comedy où ces aspects sont présents, où Stephen Chow et Lee Lik-chi sont capables de mélanger les tons, mélanger les genres et donner quelque chose qui au final marche à tous les niveaux, aussi bien au niveau comique qu'au niveau sentimental. Et donc c'est pour ça que King of Comedy est parfois considéré comme un des tout meilleurs Stephen Chow. Je ne sais pas si je le classerais comme le meilleur film de Stephen Chow. Peut-être pas, moi mon cœur balance davantage du côté de God of Cockery si on va aller dans ce sens-là, mais il ne fait aucun doute que ça fait partie du très haut du panier, que ça fait partie des tout meilleurs films de Stephen Chow, assurément. J'ai dit qu'il y avait 2 films en 1999, c'est pas exactement vrai, en fait c'est 2,01 on va dire, puisque comme j'ai indiqué, Stephen Chow durant cette année-là a également fait un caméo dans le Gorgeous de Vincent Koch avec Jackie Chan. Donc c'est vraiment un caméo, il apparaît simplement en tant qu'aveugle avec un chien guide et il a une petite séquence comique qui est sympatoche mais qui au final est totalement anecdotique bien évidemment. Gorgeous, on va en dire 2 mots tant qu'à faire, c'est donc un film durant laquelle, fin des années 90, donc 99, durant une période durant laquelle Jackie Chan essayait un peu de se diversifier. Alors il avait fait dans le polar sérieux avec Crime Story, il essayait un petit peu d'autres choses avec d'autres réalisateurs et donc là il fait appel à Vincent Koch, le réalisateur de Forbidden City Cop qui était apparu dans God of Cockery, qui était un réalisateur de comédie assez en vogue durant cette période. Et là en fait il s'essaye à la comédie romantique. C'est donc un film qui est centré sur l'histoire d'amour entre Jackie Chan et Shuki. Shuki qui, elle, après avoir été une égérie de la catégorie 3 au début des années 1990, donc catégorie 3, je rappelle, ce sont des films violents et érotiques. En l'occurrence, pour Shuki, c'était essentiellement des films érotiques. Et je dis bien érotiques parce que parfois, et même assez fréquemment, quand les journaux parlent d'elle ou qu'ils essayent de reparler de son passé, qualifient ces films de porno. Ce n'est absolument pas porno, il n'y a aucune réelle scène de sexe, hein, c'est uniquement de l'érotisme, un érotisme qui reste d'ailleurs relativement sage. Si vous regardez un film français typique, vous aurez probablement autant que ce que vous verrez dans un film de catégorie 3 avec Shuki, donc voilà, il faut quand même remettre les choses en perspective. Mais donc Shuki, elle a réussi au milieu des années 1990 à faire la transition de la catégorie 3 à des films plus mainstream, à devenir une des actrices les plus en vue, une des jeunes idoles, on va dire, du cinéma hongkongais de cette période. Et donc elle était particulièrement appréciée durant cette période et c'est pour ça qu'elle se retrouve ici en tête d'affiche avec un Jackie Chan vieillissant et qui essayait d'apporter de son œuvre, qui essayait des nouvelles formules. Est-ce que ça marche ? Moi, je suis assez mitigé, personnellement. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu limite dans cette relation avec Jackie Chan, en espèce de prince charmant, millionnaire, qui est assez caricatural, je trouve. Et puis, il y a quand même une grosse différence d'âge entre les deux qui nuit un petit peu au côté conte de fées moderne qui est essayé ici. En plus, quand on connaît un petit peu l'envers du décor en ce qui concerne Jackie Chan avec ses relations extra-conjugales multiples, c'est un petit peu difficile à avaler. Donc tout cet aspect, c'est assez cucul la praline aussi, donc tout cet aspect comédie romantique est assez peu convaincant, je trouve. À côté de ça, on a quand même 2 excellents combats contre Brad Allan, qui par la suite va faire les combats sur les Chroniques de Riddick, sur Le Dernier Pub avant la fin du monde, sur Kingsman, donc quelqu'un qui est un bon chorégraphe lui-même et qui était un excellent artiste martial, et ça donne vraiment 2 combats très très sympas contre Jackie Chan. C'est certainement le highlight du film et c'est plus pour ça à mon avis qu'il faut y jeter un œil davantage que le côté comédie romantique entre Jackie Chan et Shuki. Également, pendant que j'y suis sur ce film, un petit mot sur son titre en français. Le titre français, donc, c'est Jackie Chan à Hong Kong à la place de Gorgeous. C'est un des titres les plus débiles qu'il soit, et Dieu sait pourtant que le cinéma de Hong Kong a dû souffrir de titres complètement idiots. Jackie Chan, c'est une personnalité, c'est pas un personnage. C'est pas Tintin, donc on peut pas mettre Tintin
On peut pas faire Jackie Chan au Congo, Jackie Chan en Union soviétique, Jackie Chan chez les soviets, ce genre de truc. C'est totalement débile et encore plus débile quand on a Jackie Chan à Hong Kong, puisque durant toute cette période, et encore pendant quelques années, Jackie Chan était basé à Hong Kong. Donc c'est comme si je sortais à Hong Kong Les Valseuses en l'appelant Gérard Depardieu en France, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment un titre totalement débile. Voilà, donc c'était mon petit moment un peu de râlerie, parce que j'avais toujours trouvé ce titre complètement ne faisant absolument aucun sens. Donc voilà, j'ai l'occasion enfin de cracher mon venin dessus, tant mieux. Et donc le troisième, ça dépend comment on considère ce caméo de Stephen Chow dans Gorgeous. Donc ce troisième film de l'année 1999, c'est The Tricky Master avec Wong Jing, avec et réalisé par Wong Jing. Donc les retrouvailles de Stephen Chow et Wong Jing après toute une série de films de qualité variable, comme on a vu, hein, il y en avait des plutôt sympas et il y en avait des beaucoup moins réussis. Donc Tricky Master, ça semble donner l'impression que c'est une suite de Tricky Brain, mais en fait c'est pas vraiment le cas. Stephen Chow est dans un personnage qui est au croisement entre celui qui jouait dans Tricky Brain et au croisement de celui qui jouait dans les God of Gambler. Et en fait, c'est plus un second rôle pour lui, puisque le personnage principal de Tricky Master, en fait, c'est Nick Chung qui l'incarne. C'est un policier qui doit abattre un gangster qui est joué par Wong Jing, un chef du crime. En fait, c'est parce que à cette époque-là, comme on avait vu avec My Hero 2, il y avait, comme je l'avais dit, une espèce de Stephen Showsploitation. L'acteur principal de cette Stephen Showsploitation, c'était Dickie Chung, mais il y en avait d'autres qui essayaient également de surfer sur la vague et d'être les nouveaux Stephen Chow. Et pendant un temps, ça a été le cas de Nick Chung. Alors ça peut paraître un peu surprenant maintenant, si vous êtes habitué au Nick Chung des années 2010, qui est un peu dans l'école d'acting de Louis Koo et d'Ekin Sheng, avec un visage très fermé et très figé. Mais pendant cette période de la fin des années 90, début 2000, il était vraiment lancé comme un nouveau Stephen Chow, et donc il était à fond dans le côté grimaçant, dans le côté j'en fais des tonnes. Est-ce que c'est réussi? Moi, j'ai jamais été très très convaincu par Nick Chung comme pseudo Stephen Chow. Je dirais quand même qu'il est un poil meilleur que Dickie Chung, Dickie Chung, c'est vraiment juste dans l'imitation la plus servile et la plus bas du plafond. Nick Chung, il essaye d'apporter sa propre touche, on va dire. C'est pas totalement réussi, hein, mais bon, il y a quelque chose d'un petit peu personnel. Et donc Tricky Master, on est dans ce registre-là, avec surtout Nick Chung qui est mis en avant et Stephen Chow qui est dans un rôle secondaire. Et c'est comme on pouvait le prévoir, quand c'est Nick Chung, c'est pas terrible, et quand Stephen Chow apparaît à l'écran, c'est déjà un petit peu mieux, sans être au niveau de ses tout meilleurs films. Il y a quand même quelques éléments qui sont intéressants, déjà parce qu'on a eu des interactions directes entre Stephen Chow et Wong Jing, et comme vous le savez peut-être, comme si vous avez vu les autres parties de la rétrospective, les relations entre Stephen Chow et Wong Jing n'étaient pas forcément les plus amicales. Et donc c'est assez rigolo là de les voir interagir à l'écran de visu en direct. Il y a quand même une petite tension, je trouve, entre les deux, et qui était probablement réelle. Et ça, c'est assez marrant à voir. De même, il y a un peu les retrouvailles de Stephen Chow et Sandra Hum qui avait été une de ses partenaires régulières durant la première moitié des années 1990, et puis après qui était partie faire autre chose. Et Stephen Chow avait eu d'autres partenaires, et là donc elle revient, il se retrouve au cours d'une séquence qui est assez marrante. Donc c'est plutôt sympa de voir ces aspects-là. Maintenant, ça reste quand même assez anecdotique, hein. C'est pas une grande comédie avec Stephen Chow, loin de là. Donc 99, c'était vraiment la dernière année où on va dire que Stephen Chow a été productif en tant qu'acteur, et là le reste de sa carrière, ça va vraiment être genre un film tous les 2-3 ans. Et donc on enchaîne en 2001 avec Shaolin Soccer, donc réalisé par Lily Chi et Stephen Chow, à nouveau cette co-réalisation qui a donné bien des succès auparavant.
Shaolin Soccer, donc c'est le film qui a fait connaître Stephen Chow en Occident. Hein. Ça a été un énorme succès, d'abord sous le manteau. Ça s'est pas mal échangé dans les cours de récré entre potes. Moi, c'était comme ça que j'avais pu le vendre. Enfin, j'avais le DVD HK qui était sorti en 2001. C'est vrai que ça avait réussi à faire un petit buzz et à avoir les gens intéressés, alors que d'habitude, le cinéma de Hong Kong, même s'il y avait une petite mode durant cette période, c'était quand même pas ce qui amenait les masses dans les salles ou dans les rayons DVD de l'époque. Et Stephen Chow avec Shaolin Soccer avait réussi un beau coup, ça avait fait un petit buzz, et puis il avait fini par être sorti, alors je sais plus si c'était sorti en salle, je crois que oui, dans une version partiellement remontée à la sauce Miramax, si je me trompe pas, et puis après il était sorti en DVD avec un relatif succès. Relatif succès qui est mérité parce que effectivement Shaolin Soccer, ça fait partie des excellents Stephen Chow. Donc on retrouve à nouveau Stephen Chow qui reprend son type de personnage qui avait fait sa gloire au début des années 1990. Donc le type de personnage un peu naïf, un peu innocent de All for the Winner, de Legend of the Dragon, de Fist of Fury en 1991. Donc quelqu'un avec un talent spécial ici pour le Kung-Fu de Shaolin, et qui va l'utiliser, qui va être utilisé en partie par un mentor. Alors ici, d'habitude c'était son oncle, ici c'est un espèce de mentor déchu qui est à nouveau joué par Mantat, dans une posture un peu plus sympathique, on va dire, que l'oncle Rotor qui pouvait jouer dans ses films précédents. Et donc grâce à cette paire va utiliser ce talent spécial pour le kung-fu. Il va assembler également une équipe, et ça c'est peut-être le côté un peu nouveau, on va dire. Alors il y avait déjà ce côté un peu équipe qui était en train de se mettre en place avec Out of the Dark précédemment, mais là on reprend vraiment ce côté équipe à fond pour reprendre la structure classique du film de sport. La structure du film de sport, j'en avais déjà un peu parlé quand j'avais évoqué mes recommandations de films japonais récents. Hein. C'est toujours un peu le même principe, c'est un groupe de bras cassés, un groupe de gens qui ne sont pas censés être ensemble, qui vont avoir du mal à se fondre en une équipe, mais qui, après avoir eu ces difficultés, va réussir à le dépasser, et grâce à leurs différences, ils vont devenir une équipe particulièrement efficace, et ça va leur permettre de réussir n'importe quelle compétition. C'est une formule qui a été appliquée maintes et maintes fois à tout un tas de sports différents, que ce soit le football ici, que ce soit le tennis de table, que ce soit le volleyball, que ce soit... Enfin, vraiment, vous avez toutes les combinaisons possibles. Et donc, on retrouve ça ici avec, en plus, ces éléments issus du début de carrière de Stephen Chow. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il est peut-être à un moment où ça commence à devenir limite pour lui de jouer ce genre de personnage innocent et naïf, je trouve. Il le fait très bien, mais en 10 ans, entre 1991 et 2001, donc il a pris 10 ans, on sent quand même qu'il a pris un petit coup de vieux comparativement à ce qu'il était dans ses films du début des années 1990, et je ne suis pas certain qu'il aurait pu jouer ce type de personnage encore beaucoup de fois. Donc là, c'est un peu la dernière fois qu'il est en capacité de le faire, et encore une fois, il le fait très bien, il est très convaincant, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas certain qu'il aurait pu le faire encore beaucoup par la suite. Autour de lui, donc, il a, comme j'ai dit, une équipe d'acteurs qu'on aime à voir, avec leur tronche pas possible. Il y a Wong Yat-fei, qu'on avait déjà vu dans Out of the Dark, qui est évidemment excellent. On a Tin Kai-man, qui est aussi un habitué de ce genre de choses. On a quelques nouveaux, la présence de Danny Chan, qui va devenir par la suite le sosie officiel de Bruce Lee dans de multiples films, dont récemment Ip Man 4. Donc tout ça, c'est vraiment une équipe très sympathique à laquelle on s'attache assez facilement. On a quelques rôles secondaires assez sympas également, la présence de Patrick Tse, qui joue le principal antagoniste. Patrick Tse, le père de Nicolas Tse, qui était une grosse star du cinéma cantonais des années 1960 et qui est toujours très bon dans ses rôles de méchant. Et puis
On a quelques acteurs aussi qui sont moins connus, mais qui remplissent bien leur rôle. Et je pense ici à la Evil Team, qui va être les principaux antagonistes lors du grand match final, qui ont tous des bonnes tronches également de méchants et qui rendent bien le côté maléfique. C'est assez sympa. Et dans le rôle féminin, on a Vicki Zao, qui est une sorte de variation du personnage qu'avait joué Karen Mok dans God of Kokri. C'est un peu le même principe, donc quelqu'un qui n'est pas joli, qui est très laide, évidemment. C'est un peu la formule Stephen Chow. Donc il reprend le concept de God of Kokri et il le développe encore plus loin ici avec une relation sentimentale assez touchante. Et encore une fois, comme pour King of Comedy, comme j'en avais déjà parlé, c'est quelque chose, moi, que j'aime beaucoup chez Stephen Chow, et c'est quelque chose qui fait sa marque de fabrique quand il est à son meilleur, donc cette capacité à avoir des séquences romantiques, des séquences avec des personnages qui sont vraiment touchantes, que ce soit d'ailleurs romantiques ou tragiques, il y a un peu des deux ici aussi, et ça marche vraiment bien, et donc c'est ce qui fait l'essence du cinéma de Stephen Chow dans ses meilleurs côté, cette capacité à changer de ton, cette capacité à être à la fois très très drôle et à la fois très touchante, avec par exemple le moment où Vicki Zao va manger avec l'équipe de Stephen Chow et à essayer de se mettre sous son meilleur jour, et il y a toute une séquence où elle est moquée qui est extrêmement drôle, mais qui est également aussi très tragique, très dure, très dramatique, et on a les deux émotions qui cohabitent. Et ça, c'est vraiment la force du cinéma de Stephen Chow. Et c'est pour ça que Shaolin Soccer fait partie des tout meilleurs. Et puis évidemment, c'est également un film où on retrouve le plus le côté inspiration d'humour manga qui était déjà présent tout au long de son œuvre, mais particulièrement dans Love and Delivery. Donc ici, c'est une adaptation quasi live des mangas, des films, des séries d'animation à la Captain Tsubasa, Olive et Tom en version française. Et je pense que c'est aussi ça qui a grandement fait dans le fait que le film a connu un certain succès en France tout particulièrement, mais dans le monde également. D'ailleurs, c'est assez marrant de remarquer que le cinéma japonais n'a jamais essayé d'adapter Captain Tsubasa en film live, alors que pourtant, Dieu sait qu'ils ont tendance à prendre manga et séries et à les adapter en film, mais ça ils n'ont jamais fait. Je me demande s'ils se sont dit qu'ils ne feraient jamais meilleur que ce que Stephen Chow et Lee Dicchi avaient pu faire sur Shaolin Soccer. Dernier point également pour Shaolin Soccer, il y a quand même également une bonne petite OST, une bonne petite bande originale de Raymond Wong, qui participe mine de rien au fait que le film marche. Ça rajoute un degré de qualité supérieur, parce qu'il faut bien reconnaître que jusqu'ici, la plupart des films de Stephen Chow n'avaient pas forcément des bandes originales particulièrement travaillées, c'était assez quelconque. Et mine de rien, d'avoir quelque chose d'un peu plus recherché, qui est une espèce de variation autour des thèmes les plus connus de Bruce Lee, ça permet quand même de monter d'un cran légèrement au-dessus et de faire un film un peu plus réussi que d'habitude, et donc ce qui permet à Shaolin Soccer, en plus de tous les autres éléments que j'ai déjà avancés, d'être parmi les tout meilleurs films de Stephen Chow. De 2001, on passe à 2004, donc gros moment sans Stephen Chow, et on passe à Kung Fu Hustle, alias Crazy Kung Fu en version française mais traduit quand même avec un titre en anglais, on trouve ça toujours génial. Réalisé par Stephen Chow, donc après le succès planétaire de Shaolin Soccer, ça a mis fin à la collaboration pourtant ô combien efficace entre Lee Dicchi et Stephen Chow. Donc à partir de là, Stephen Chow va voler complètement de ses propres ailes, et Lee Dicchi par contre lui va un peu tomber dans l'oubli. C'est également avec Shaolin Soccer que la relation privilégiée entre Mantat et Stephen Chow va également exploser et s'arrêter là. Mantat lui va continuer dans sa carrière de comédien à faire tout un tas d'autres films, mais on ne le retrouvera plus dans les films de Stephen Chow. Crazy Kung Fu, c'est également la première et
unique fois où Stephen Chow va faire un film avec le soutien d'un studio américain, ici la Columbia, donc ça veut dire qu'il va bénéficier d'un budget énorme. Et alors ce qu'il nous concocte ici, c'est un espèce de mélange entre les films du Shanghai des années 1930, les films avec une espèce de communauté qui va essayer de serrer les coudes pour faire face à des propriétaires qui sont intransigeants, ce genre de film qui était assez populaire dans le Shanghai des années 1930 et qui va se retrouver également dans le cinéma de Hong Kong des années 50 jusqu'aux années 70 avec des films comme House of 72 Tenants de Chow Yun. Donc c'est un quasi sous-genre du cinéma chinois, on va dire, qui a fait ses preuves. Et donc Stephen Chow reprend certains éléments ici avec cette espèce de communauté dans le Shanghai des années 1930. Et à ça, il rajoute également un autre aspect qui lui était assez populaire durant la première moitié des années 1990, qui était donc des films sur le Shanghai criminel durant les années 30 également, donc avec des règlements de compte, avec des trafics dans les concessions étrangères du Shanghai des années 30, des intrigues semi-criminelles, semi-politiques. Donc ça c'était un sous-genre du polar qui avait eu un certain succès durant la première moitié des années 1990. Et donc Stephen Chow utilise ces deux éléments et les joint pour ce Crazy Kung Fu en rajoutant évidemment son côté comique délirant et avec également un accent assez marqué sur le Kung Fu donc, mais un Kung Fu à la Stephen Chow qui verse assez rapidement dans le fantastique. Crazy Kung Fu, donc ça fait partie des films grâce à ce soutien américain qui a été le plus distribué. C'est le film qui a connu la diffusion la plus large, mais qui au final, je trouve, n'est pas son plus convaincant, qui a un côté un peu dilué. C'est un peu méchant si je dis que c'est du Stephen Chow light, parce que c'est pas exactement vrai. Il y a quand même des caractéristiques du cinéma de Stephen Chow qui sont bien présentes, mais ça manque un petit peu de cette capacité, comme je l'ai dit, à changer de ton. Et il y a peut-être également un emphase un peu trop présent, je trouve, sur le kung-fu, étonnamment, au détriment de la comédie, au détriment de gags plus délirants par rapport à ce qu'on pourrait vouloir. Alors je dis ça, c'est à relativiser quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de Stephen Chow, beaucoup de son style d'humour, mais je trouve qu'il manque peut-être un degré de réussite supérieur qu'on trouve dans Shaolin Soccer, qu'on trouve dans King of Comedy, qu'on trouve dans God of Kokri, qu'on trouve dans Chinese Odyssey, Le Roi Singe. Ça ne réussit pas à être aussi touchant que ces films-là. Il y a des bonnes séquences comiques, mais il n'y a pas ce degré supérieur, et je trouve que c'est particulièrement visible dans la romance qu'il y a dans le film, qui fait un petit peu pilotage automatique, je trouve, par rapport à ce que Stephen Chow nous a offert sur Shaolin Soccer, sur King of Comedy. Et ici, on a du mal à y croire en fait. Ça ne réussit pas à nous toucher de la même façon que les films précédents. Bon, ceci étant, ça reste quand même un Stephen Chow tout à fait acceptable, tout à fait recommandable. Ça reste un bon Stephen Chow, on va dire, à défaut d'être un très bon. Il a encore une fois quand même un bon casting secondaire avec tout un tas de trognes comme on les aime, avec le retour de Yunhua. Ça fait plaisir quand même d'avoir Yunhua, puisqu'il avait montré qu'il était capable d'être tout à fait adapté à l'univers de Stephen Chow, avec des films comme Legend of the Dragon, avec Magnificent Scoundrels, et puis on l'avait pas revu depuis bien longtemps dans un film de Stephen Chow, donc ça fait plaisir de le voir ici dans Kung Fu Hustle. Il y a Yun Shu qui est également très bien, donc la propriétaire, la femme de Yunhua, qui a une dégaine pas possible, elle est tout à fait dans l'esprit, et puis c'était quand même une actrice qu'on avait plaisir à voir dans les films des années 1970. C'était également l'épouse de Tony Liu. Si vous êtes un habitué des sorties de Spectrum Film,
Vous savez que je suis un grand fan de Tony Liu, donc Madame Tony Liu à l'écran, ça ne fait qu'imposer le respect. Et puis tout un casting secondaire avec Lam Si-chung qui avait également été très bien dans Shaolin Soccer, et Bruce Long également, le retour de Bruce Long. Mine de rien, ça aussi c'était quand même quelque chose, hein. Bruce Long qui avait été un artiste martial excellent dans les années 1970, et puis qu'on avait vu ponctuellement aux années 80-90, mais finalement assez peu, qui avait essentiellement fait de la télévision, et qui là faisait un comeback, et qui est très bien dans un film de Stephen Chow, parce qu'il a cette tête assez particulière, et parce que c'est également un artiste martial de grand talent. Et l'avoir dans le rôle du grand méchant final, c'était une très bonne idée, et il apporte vraiment quelque chose au film, même si visiblement ça a été assez difficile entre lui et Stephen Chow. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le retrouvera jamais dans un autre film de Stephen Chow par la suite. Mais voilà, donc Crazy Kung Fu, un bon Stephen Chow, mais qui ne parvient pas à aller un degré au-dessus et à pouvoir rivaliser au titre de meilleur film de Stephen Chow. C'est un bon film, mais c'est pas plus que ça. On passe en 2008, et oui, de 2004 à 2008. Donc là, clairement, Stephen Chow, maintenant, il est à un rythme extrêmement lent. C'est un film, comme j'ai dit, tous les 2, 3, voire 4 ans. Et là, il nous propose Seiji 7, donc réalisé par lui-même. Et on est dans un cadre encore différent. Alors, autant Crazy Kung Fu, c'était Stephen Chow qui essayait de continuer son internationalisation suite au succès de Shaolin Soccer avec l'appui de studios américains. Avec CG7, là, on repasse à une autre phase qui est assez emblématique de ce que faisaient les grandes personnalités du cinéma de Hong Kong, c'est-à-dire que là, on est davantage centré vers la Chine continentale. Et c'est un mouvement qui est également courant pour les autres grands réalisateurs et grandes personnalités. C'est ce que va faire John Woo, c'est ce que va faire Tsui Hark. C'est durant cette période à la fin des années 90, début 2000, ils essayaient de s'internationaliser grâce au soutien des studios américains. C'est des tentatives qui n'ont pas vraiment marché, enfin en tout cas avec des degrés divers. Chez John Woo, ça n'a pas trop mal marché, un peu moins chez Tsui Hark et d'autres. Et donc là, ça part vraiment vers le marché chinois. Et dans cette G7, on a en fait un film pour enfants avec un côté un peu E.T., Flubber, Pikachu, on va dire une espèce de mélange de tout ça, avec un film donc, pour enfants, comme j'ai dit, un personnage principal qui est un enfant, et Stephen Chow qui se retrouve un petit peu en retrait, en personnage secondaire dans le rôle du père, et donc qui est moins orienté comédie, qui est plus film un peu social, entre les deux en fait, entre la comédie et film social. Et c'est d'ailleurs peut-être à mettre au crédit de Stephen Chow d'avoir montré dans son film des inégalités quand même assez fortes, d'avoir pour personnages principaux des gens du peuple qui sont quand même en difficulté, qui n'ont pas accès à tout un tas d'un mode de vie bourgeois, on va dire, qui coïncide au boom économique de la Chine continentale, enfin de la continuation du boom économique de la Chine continentale. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, mine de rien, d'avoir cet aspect-là dans le film, et je me demande d'ailleurs si aujourd'hui Stephen Chow serait capable de faire quelque chose comme ça, parce que le visage de la Chine qui est présenté de cette manière n'est pas forcément tout le temps très élogieux, et donc mais c'est également plus proche de la réalité que ce que fait un certain cinéma commercial chinois, même si après il y a des auteurs chinois qui n'hésitent pas à aller dans un côté un peu plus social, mais c'est quand même toujours un peu difficile, et c'est devenu de plus en plus difficile dans le climat actuel, et donc je me demande si un film comme CG7, s'il était fait aujourd'hui, pourrait être fait exactement de cette manière, mais en tout cas c'est un des bons points. Après, c'est un film pour enfants avant tout, c'est beaucoup centré sur les effets spéciaux et sur la relation entre le gamin et cet extraterrestre qui est capable de prendre tout un tas de formes. Évidemment, si comme moi vous êtes fan de Stephen Chow pour le côté comédie absurde, pour le côté totalement délirant, c'est pas avec CG7 que vous l'aurez. On est dans un registre un peu différent quelque part. C'est aussi assez intéressant de la part de Stephen Chow d'avoir
essayer de faire quelque chose qui n'est pas exactement dans son registre habituel. C'est peut-être dommage qu'il n'ait pas fait à la fois un film dans son registre habituel pour contenter les fans comme moi et un film comme CG7 pour essayer d'aller dans une autre direction. Là, sur cette année 2004 et pendant donc cette période, il a fallu se contenter de ça, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas, le pari quelque part est réussi parce que c'est plutôt un bon film pour enfants. Si vous avez des enfants, je pense que ça peut vraiment marcher avec eux. Et donc, ça, de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Maintenant, comme je l'ai dit, si comme moi, vous voulez un film de Stephen Chow, CG7, vous ne serez pas vraiment satisfait, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Et donc, il y aura un petit côté, petite touche de déception, un petit goût de déception dans la bouche après avoir vu le film. Et le film est en tout cas important pour une raison également très simple qui est le fait que ça marque la toute dernière apparition de Stephen Chow à l'écran, son dernier rôle en tant qu'acteur, puisque après CG7, Stephen Chow va arrêter de faire l'acteur et va se concentrer uniquement à son rôle de réalisateur. Ce qui est évidemment dommage quand, comme moi, vous êtes un fan de Stephen Chow en tant qu'acteur, mais bon voilà, c'est un choix qu'il a fait. Alors, en théorie, il est censé être apparu dans un autre film en 2011 qui est le Beginning of the Great Revival, également connu sous le titre de Founding of a Party, réalisé par Wang Jianxin et Wan Sanping, et qui est un pur film de propagande sur la création du Parti communiste chinois, dans lequel apparaît tout un tas de stars et dans lequel est censé apparaître Stephen Chow, mais je dois dire qu'après avoir vu le film, je n'ai pas été capable de le retrouver. Alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai manqué, qu'il avait un caméo ultra rapide et qu'à un moment j'ai tourné la tête ou j'ai bâillé, je ne sais pas, et je l'ai manqué. Mais j'ai pas été capable de le voir, ou bien il a vraiment tourné dans le film et puis finalement il a été coupé, je ne sais pas. Mais dans le doute, si jamais il apparaît vraiment et que c'est ma faute, je vais quand même en toucher deux mots. Donc Beginning of the Great Revival, c'est un film à la gloire de la création du Parti communiste. Clairement, il faut être un spécialiste pour pouvoir apprécier le film. Alors moi ça va, je m'y connais pas trop mal sur le sujet, donc j'ai été capable de suivre à peu près ce qui se passait, mais clairement ça n'a pas grand intérêt si vous n'avez pas un intérêt marqué pour cette période de l'histoire politique chinoise. Et attention également si vous avez un intérêt sur le sujet, parce que c'est de la propagande, et si dans l'ensemble ça respecte à peu près la plupart des étapes qui ont mené effectivement à la création du Parti communiste chinois, il y a quand même des petits changements, des petits trucs qui sont faits qui n'ont rien à voir avec la réalité historique et qui sont là pour être à l'avantage de certaines personnalités, en l'occurrence beaucoup à l'avantage de Mao Zedong. Il y a quelques éléments où il est montré de manière beaucoup plus positive, ou bien où il est intégré à certains événements alors qu'il n'était pas forcément là, où ça ne s'est pas passé exactement de cette façon-là. Ça ne s'est pas passé de manière aussi élogieuse, flatteuse pour lui. Donc il faut le voir avec un esprit critique en action, parce que autrement vous allez en sortir avec une version un petit peu améliorée envers notre grand timonier. Est-ce que, comme je dis, encore une fois, est-ce que ça présente vraiment un intérêt si vous êtes fan de cinéma? Pas vraiment. Si vous êtes fan d'histoire chinoise, un peu plus. Mais encore une fois, donc à prendre avec des pincettes quand même. Tant qu'on en est là, on va également évoquer les 3 films que Stephen Chow a réalisés depuis, donc après CG7, donc des films dans lesquels il n'apparaît pas, dans lesquels il est uniquement le réalisateur. Donc en 2013, on a eu Journey to the West, Conquering the Demons, qui est une nouvelle variation autour de la légende du roi singe, ce qui est à la fois surprenant et ce qui ne l'est pas. Surprenant dans le sens où, mine de rien, vu qu'il avait quand même déjà très bien assuré sur le Chinese Odyssey de Jeff Lowe de 1995, c'était un petit peu dangereux quelque part pour lui de revenir dans cet univers, puisque c'est difficile quelque part de faire aussi bien que ce qu'il avait fait dans Chinese Odyssey avec Jeff Lowe, et donc c'était un peu casse-gueule, un peu dangereux pour lui, je pense, de revenir à cet univers.
Après, il y a aussi une certaine logique qui tient en fait que Chinese Odyssey, donc le double film de 1995, avait été un énorme succès en Chine, ça avait beaucoup marché. Alors c'était un succès sous le manteau essentiellement à cette époque parce que il n'y avait pas énormément de salles de cinéma, la piraterie était particulièrement endémique durant cette période, elle est encore pas mal, mais ça a quand même un peu évolué. Et donc, quelque part, c'était assez cohérent d'un point de vue commercial pour Stephen Chow de revenir dans l'univers du Roi Singe parce que le succès avait été tel que les investisseurs étaient prêts à mettre des billes dans un nouveau Roi Singe à la sauce Stephen Chow. Donc, commercialement logique, artistiquement un peu dangereux. Mais il faut reconnaître qu'il s'en tire vraiment bien avec cette nouvelle variation autour de la légende du Roi Singe. Ce qu'on peut regretter, à mon humble avis, c'est le fait qu'il ne soit pas devant la caméra, même si, encore une fois, il commençait à être un peu âgé, donc c'est quelque part un peu difficile pour lui de reprendre ce type de rôle dans ce type d'univers. Et donc ici, à la place, on a Wen Zhang qui reprend le rôle, qui joue à la Stephen Chow, en fait. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait été Stephen Chow à la place de Wen Zhang. Il s'en sort pas trop mal, mais il n'est pas au même niveau que Stephen Chow. Évidemment, il ne peut pas égaler celui-ci dans son côté à la fois innocent, à la fois naïf et puis ultra comique. Bon, c'est un ersatz correct, mais voilà, c'est pas le même niveau qu'un Stephen Chow s'il avait été à sa place. Mais quand même, à part ce petit problème d'interprète, pour le reste, on retrouve quand même la marque de fabrique Stephen Chow et on retrouve la marque de fabrique des meilleurs Stephen Chow avec cette capacité à gérer des tons différents, à être capable de passer du rire aux larmes. C'est le cas par exemple dans la séquence d'ouverture avec le démon poisson où il y a des moments un petit peu horrifiques, il y a des moments comiques et tout ça marche étonnamment bien et il est capable de maintenir cette capacité de passer d'un ton à l'autre pendant la quasi-intégralité du film. Alors je trouve que ça patine un petit peu dans le dernier tiers à partir du moment où notre moine rencontre celui qui va être le roi singe. Ça donne des séquences qui sont un petit peu répétitives, un poil répétitives, je trouve. Après, heureusement, ça repart quand même sur des chapeaux de roue durant la grande confrontation finale qui est bien spectaculaire et bien fun. Il y a aussi, mine de rien, quand même pas mal d'idées et c'est un film qui parvient à être différent du Chinese Odyssey de 1995 et c'est peut-être ça quand même pour lequel on peut vraiment féliciter Stephen Chow, c'est qu'il ne se répète pas, il est capable d'apporter tout un tas d'idées nouvelles par rapport à la légende du roi singe et à faire quelque chose qui est à la fois Stephen Chow, qui est à la fois respectueux et qui ne répète pas ce qui avait été fait sous l'égide de Jeff Lowe en 1995. Et donc rien que pour ça, c'est quand même une sacrée réussite de la part de Stephen Chow. Moi, je ne classerais pas Journey to the West, ce de Journey to the West, dans le très haut du panier de Stephen Chow. Je pense qu'on est plus sur un bon film. C'est un peu comme Crazy Kung Fu, c'est un bon Stephen Chow, mais on n'est pas sur le niveau supérieur, peut-être à cause du fait que Stephen Chow n'est pas devant la caméra ou parce que ça patine un petit peu par certains moments, même si dans l'ensemble c'est un bon film, un bon Stephen Chow et qui mérite assurément une vision. En 2016, Stephen Chow nous livre The Mermaid. The Mermaid, donc c'est définitivement le Stephen Chow qui est intégré à l'industrie cinématographique chinoise. Alors c'était déjà le cas avec Journey to the West, Conquering the Demons. Donc on est vraiment dans un Stephen Chow qui maintenant ne fait plus du cinéma hongkongais, même si techniquement je pense que ces films sont toujours considérés comme des coproductions avec Hong Kong, mais de fait c'est des films avec des acteurs chinois, avec des techniciens chinois pour l'essentiel, avec des effets spéciaux chinois. Enfin ça s'intègre dans ce développement de l'industrie cinématographique chinoise commerciale qui est en train d'avancer à un rythme assez impressionnant durant cette période donc des années 2010, avec une production value qui est très élevée, avec une photographie très travaillée, avec des effets spéciaux qui sont de plus en plus optimales, même si ça reste encore un petit peu parfois
approximatif, mais quand même, il y a une évolution de la qualité, il y a une élévation de la qualité. On est en train d'avoir des trucs de plus en plus professionnels, de plus en plus réussis d'un point de vue technique, et The Mermaid donc continue dans cette voie, et continue dans la voie d'un cinéma qui est totalement intégré à la Chine continentale. Mais, et c'est là peut-être ce qui fait la marque de fabrique de Stephen Chow, c'est qu'il a quand même réussi à conserver l'esprit de son cinéma, l'esprit de ses comédies, à avoir tous ces caractéristiques typiques, à savoir donc des personnages un petit peu bras cassés, avec des tronches pas possibles, avoir un côté un petit peu social qui est toujours présent, mine de rien, d'avoir cet humour décalé et délirant. Il a réussi, mine de rien, à le transposer dans le cinéma chinois, et c'était pas gagné, hein, parce que beaucoup d'autres réalisateurs hongkongais qui vont de plus en plus s'installer en Chine, mine de rien, vont se diluer, vont perdre leur personnalité et faire des blockbusters totalement anecdotiques et qui n'auront pas cette marque hongkongaise. Et mine de rien, Stephen Chow, lui, tout en faisant des films totalement chinois, réussit à conserver l'esprit de ce qui avait fait son succès, et c'est quand même assez impressionnant et assez louable. Donc The Mermaid, c'est un projet immobilier qui va avoir lieu dans un golfe en Chine, avec un tycoon particulièrement arrogant, particulièrement désagréable. Et en fait, dans ce projet met en danger tout un groupe de sirènes qui vivent dans le coin, et donc ils vont essayer d'éliminer ce tycoon afin que ce projet ne puisse jamais avoir lieu. Donc un concept assez rigolo qui est bien mené par Stephen Chow grâce à des acteurs, mine de rien, qui font bien le taf. Deng Chao, donc, qui joue le rôle du tycoon, est assez bon. Il a réussi à avoir ce côté hongkongais, ce côté délirant, ce qui n'était pas forcément gagné avec les acteurs chinois jusque-là. Mais ça y est, ils sont en train de s'adapter à ce mode d'humour, et Deng Chao fait du très bon boulot. On a également Jelly Lin, qui est la nouvelle Stephen Chow Girl, qui est très bien dans son rôle de sirène, qui parvient à avoir ce côté justement innocent, naïf, qui fait un peu écho au personnage que jouait Stephen Chow dans ses films du début des années 1990, ses films emblématiques, et qui est également un bon timing comique et capable d'assurer dans les séquences comiques. Et donc ça donne quelque chose de très sympa. Il y a un petit sous-texte également social, comme je l'ai indiqué, avec quand même une relative pauvreté chez les sirènes, et une dénonciation plutôt gentille, mais qui est quand même présente, de la manière dont les industriels, dont les tycoons usent et abusent des normes sociétales et environnementales dans la Chine, ce qui est quand même un sujet très sérieux en Chine, puisque il y a quand même des gros problèmes de pollution. Donc c'est quand même quelque chose qui est touché du doigt ici dans The Mermaid, et c'est une bonne chose. Et à la fois, donc, tout en ayant ces aspects sociaux, on a des aspects comiques. On a vraiment l'humour Stephen Chow comme on l'aime, totalement délirant, à la fois méchant et absurde, comme la séquence avec l'homme pieuvre qui doit se cuisiner, qui doit cuisiner ses propres tentacules. C'est quand même un concept totalement what the fuck, mais qui marche très très bien, et qui est à la fois tragique et à la fois comique. Et donc on retrouve, comme je l'ai dit, ce qui fait l'essence de Stephen Chow, ce côté mélange de tons qui marche vraiment de manière optimale ici dans The Mermaid. On a également un petit caméo de Choi Ark. C'est toujours sympa de voir Choi Ark qui fait l'acteur, donc ça fait plaisir, même si c'est totalement anecdotique, bien évidemment. Mais donc, au final, The Mermaid, encore un bon film, voire très bon film de Stephen Chow, et donc qui prouve qu'il est capable de transcrire, d'implémenter son style comique dans l'industrie cinématographique chinoise. Et le dernier film que nous a livré Stephen Chow, c'est en 2019, c'est The New King of Comedy, qui est un espèce de remake, variation du King of Comedy qu'il avait fait en 1999 avec Li Liqi.
Alors il y a pas mal de gens qui s'étaient interrogés sur l'intérêt pour Stephen Chow de faire un remake de King of Comedy, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent, à relatif juste titre, que King of Comedy fait partie des tout meilleurs films de Stephen Chow et que donc il n'y a pas forcément intérêt à le refaire. Moi je suis assez mesuré sur cette question-là, je pense que c'était peut-être pas le plus logique, c'était pas forcément ultra nécessaire, mais ça peut être fait quand même de manière intéressante parce que l'industrie cinématographique hongkongaise des années 1990 n'a plus rien à voir avec l'industrie cinématographique chinoise des années 2010. Enfin, c'est le type de films qui sont faits, la manière dont les films sont faits est totalement différente par rapport à ce qui se faisait à Hong Kong 20 ans plus tôt. Donc, quelque part, je pense que ça peut avoir un certain sens de faire un côté parodie et montrer l'envers du décor du cinéma chinois moderne. Donc pour moi, ça peut être fait bien et il se trouve que New King of Comedy, je trouve, le fait relativement bien justement. Ça ne répète pas vraiment trop le King of Comedy, c'est-à-dire que on retrouve le personnage principal naïf qui veut bien faire, qui a un véritable amour pour le jeu et qui veut percer et qui va pouvoir, grâce à cet amour du cinéma, à cet amour de l'acting, réussir à accomplir ses rêves. Mais à côté de ça, on a tout un univers de cinéma qui est totalement différent puisque, comme je l'ai dit, l'industrie cinématographique chinoise de 2010 est totalement différente par rapport à l'industrie cinématographique hongkongaise des années 1990 et donc ça amène tout un tas d'idées nouvelles, ça amène tout un tas de situations qui sont différentes mais qui retrouvent, qui conservent surtout le côté Stephen Chow délirant, tragique, comique et donc au final ça donne un film que je trouve très réussi, très sympathique, peut-être un poil en dessous du King of Comedy original, mais qui mérite quand même tout à fait d'être vu et qui est quand même un des tout meilleurs films de cette année 2019, un des tout meilleurs films chinois et donc qui mérite d'être vu encore une fois et qui prouve à nouveau, comme je l'ai dit, que Stephen Chow a été capable de transposer son style comique en Chine. Et voilà, c'est sur ce dernier film de Stephen Chow que je vais terminer cette rétrospective consacrée à l'acteur devenu maintenant réalisateur. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Avant qu'on se quitte, je vais quand même faire un petit rappel des meilleurs films de Stephen Chow, ceux qui sont impératifs à mon avis à voir, qui font partie de sa top list. En l'occurrence, il y en a ici 10. Le premier donc qu'il faut absolument voir, c'est All for the Winners, réalisé par Jeff Lowe et Corey Yuen, parce que All for the Winners, ça marque le premier film dans lequel l'humour de Stephen Chow est vraiment défini, dans lequel il a trouvé son style Moleito, dans lequel il a trouvé ses meilleurs partenaires avec lesquels il va pouvoir travailler énormément par la suite. Et évidemment parce qu'on a tout un tas d'excellents gags. Le deuxième film impératif à voir de Stephen Chow, c'est Fight Back to School, donc réalisé par Gordon Chan, parce que son concept est absolument excellent et qu'il est capable de l'exploiter à la perfection avec un Stephen Chow qui est totalement frustré, totalement en colère, mais une colère renfermée qui donne lieu à de multiples gags excellents et donc grâce à bien exploité, comme j'ai dit, par un Gordon Chan qui est là avec la totalité de ses moyens. Ensuite, on a God of Gambler 3 Back to Shanghai réalisé par Wong Jing parce que c'est le meilleur film tiré du God of Gambler à mon avis avec un côté parodique du Shanghai des années 1930 mis à une sauce ultra délirante, une sauce Stephen Chow dans lequel Stephen Chow est capable de s'affranchir quelque part de la mauvaise influence de Wong Jing et vraiment de donner le meilleur de lui-même, d'être capable d'utiliser les éléments fournis par Wong Jing mais pour se les réapproprier et pour les refaire à sa manière avec une classe et un talent comique bien supérieur.
Ensuite, on a Magnificent Scoundrels de Lily Chee, parce que Lily Chee est un des tout meilleurs réalisateurs de Stephen Chow, celui qui a été capable de tirer le meilleur de l'acteur, et puis parce qu'on a une cascade de gags absolument délirants. C'est un véritable one-man show de Stephen Chow, one-man show d'ailleurs qui est pas un vrai one-man show parce qu'il a d'excellents partenaires, et en particulier ici un duo terrible avec Theresa Mo. Ensuite, on a Flirting Scholar, grâce à son rythme absolument incroyable qui est maintenu dès le début jusqu'à la fin, avec une cascade de gags absurdes, extrêmement bien vus, extrêmement drôles, qui ne peuvent pas laisser indifférent. Et un Stephen Chow qui en fait des tonnes comme on l'aime. Ensuite, on a les deux Chinese Odyssey, parce que c'est un des films les plus ambitieux de Stephen Chow, parce qu'il parvient à changer de ton, à changer de genre avec une dextérité absolument incroyable, et parce qu'on a donc tout un tas d'émotions différentes qui sont présentes à la vision du film, et qu'il parvient également à conserver l'esprit de la légende du roi singe, ce qui n'était pas forcément évident. Autre film majeur de Stephen Chow, c'est Love and Delivery, dans lequel il est capable vraiment de proposer ce qu'il y a de mieux en termes d'influence manga, d'être capable de faire un véritable manga live, avec un final qui est à se tordre de rire, avec une Christy Chung absolument magnifique, et avec un duo Stephen Chow Mantat qui est probablement un des tout meilleurs duos de ces deux acteurs, qui donne quelque chose d'absolument étincelant, et qui mérite évidemment donc d'être vu à toute berzingue. Il faut voir Love and Delivery. On continue avec God of Cockery, God of Cockery, mon Stephen Chow préféré, donc évidemment il ne peut qu'être présent ici dans ce récapitulatif des 10 meilleurs Stephen Chow à voir impérativement, grâce à l'utilisation qu'il fait de la cuisine et de la nourriture, qui est toujours un sujet qui est fascinant, et dans lequel on peut toujours se retrouver, et qui n'est pas forcément très bien exploité par tous les cinéastes, mais qui ici est fait de manière optimale, avec un parcours du personnage principal qui est aussi très convaincant et finalement assez touchant, et puis avec évidemment ce qu'il faut de gags totalement non-sensiques comme on les aime. Donc God of Cockery, encore une fois, un must dans la filmographie de Stephen Chow. Le duo Stephen Chow-Lily Chee, c'est vraiment le duo vedette derrière la caméra, puisque à nouveau on doit citer dans cette liste des 10 meilleurs films de Stephen Chow King of Comedy grâce à sa déclaration d'amour pour le cinéma au sens large, et tout particulièrement pour le cinéma de Hong Kong de son âge d'or, avec un personnage encore une fois très touchant, mais tout un tas de gags absolument géniaux, et puis une relation tout à fait réussie avec une Cecilia Chung pétillante, innocente et tout à fait charmante, et donc cette combinaison de ces facteurs fait que King of Comedy mérite d'être dans ce top 10 des meilleurs films de Stephen Chow. Et on termine évidemment avec une autre collaboration entre Stephen Chow et Lily Chee, l'ultime collaboration entre les deux hommes, qui est Shaolin Soccer, puisque c'est le film qui a permis de le rendre populaire à travers le monde. Alors peut-être pas assez, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais qui a quand même permis à ce que une grande partie du grand public sache un peu qui est Stephen Chow, et parce que c'est un film qui reprend cet esprit manga tout en faisant un côté film de sport, qui est capable d'avoir tout un tas de tons différents, donc ce qui fait la marque de fabrique des meilleurs Stephen Chow, avec également un aspect production value supérieur peut-être à ce qu'il faisait durant la première moitié des années 1990, et donc tout ça marche du tonnerre de Dieu, et ça donne un film qui est excellentissime, et qui est donc dans les 10 meilleurs films de Stephen Chow. Voilà, donc si vous voulez découvrir Stephen Chow, que vous ne connaissez quasiment rien de lui, je vous conseille en priorité d'aller vers ces 10 films. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls films de Stephen Chow qu'il faut voir, il y en a bien d'autres dont j'ai parlé dans cette rétrospective et dans les deux précédentes qui méritent le coup d'œil, tels que Out of the Dark, tels que Fight Back to School 3 et bien d'autres.
Si vous êtes complétiste, vous pouvez également regarder les films plus mineurs dont j'ai parlé également. Alors par contre, préparez-vous à quelques déceptions parce qu'il y en a qui sont pas terribles. Mais voilà, j'espère que vous aurez donc à nouveau appris des choses. J'espère que vous ferez la démarche de voir les films de Stephen Chow dont j'ai parlé. Je pense que vous ne le regretterez pas. Je pense que vous passerez un excellent moment et que vous aurez de nombreuses crises de rire, de nombreux fous rires en regardant cet acteur absolument génial qu'est Stephen Chow. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine rétrospective qui sera consacrée à un acteur très différent, un acteur excellent également, mais qui est dans un registre très très différent, puisqu'il s'agit de Han Sung-ki, un des plus grands acteurs du cinéma coréen, et donc on aura l'occasion de découvrir encore de nombreux films, pas forcément connus, mais très intéressants. D'ici là, je vous souhaite de regarder plein de films du cinéma asiatique, et je vous dis à très bientôt.